Les tueurs en série peuvent parfois frapper au cœur des grandes villes américaines et réussir à s'échapper. Même si la police a une idée assez précise du lieu où le crime a été commis, et même si elle intervient dans les plus brefs délais, il est parfois difficile d'établir un lien entre les crimes et encore plus problématique de retrouver l'assassin au sein d'une population dense et mouvante. L'une des affaires les plus célèbres, les 13 meurtres de l'étrangleur de Boston, débuta en 1962 et s'étendit sur une période de 18 mois. La police ne réussit à résoudre l'énigme que lorsque le meurtrier, Albert de Salvo, fit des aveux en prison, où il purgeait une peine pour d'autres délits. Pendant la période des meurtres du fils de Sam, meurtres qui terrorisèrent New York entre 1976 et 1977, le meurtrier envoyait de nombreuses lettres à la police dans lesquelles il menaçait d'intensifier sa tuerie. On retrouva le coupable uniquement à cause d'une histoire d'amende non payée pour mauvais stationnement. Le fautif, David Berkowitz, avoue alors sans trop se faire prier être l'auteur des meurtres. Les autres cas restèrent inexpliqués. Nous allons vous en présenter 4 au cours desquels les meurtriers continuèrent à perpétrer leurs crimes alors que la police était à leur trousse. Le nombre de victimes fut impressionnant, mais les meurtriers ne furent jamais identifiés. En 1990, New York semblait être aux prises à un autre fils de Sam, un meurtrier qui tirait au hasard sur les passants. Une vague de terreur s'abattit sur la ville. Le 21 juin 1990, un sans-abri qui dormait sur un banc à Central Park se réveilla et vit un homme debout près de lui. Sans un mot, ce dernier lui tira dessus avec un P38, puis disparut dans le parc. La victime, âgée de 30 ans, qui s'appelait Larry Parham, fut sauvée par un passant qui appela immédiatement des secours. Près du banc, la police retrouva un morceau de papier signé Zodiac, qui semblait décrire le signe du zodiaque de la victime. À côté de la signature, il y avait un symbole qui ressemblait à celui qu'utilisait un autre meurtrier en série qui lui aussi, environ 20 ans auparavant à San Francisco, avait signé ses lettres du nom de Zodiac. Et comme le fit remarquer l'inspecteur-chef de police Joseph Borelli, il y avait des ressemblances encore plus troublantes. Ma première impression a été que le signe m'était familier et qu'il ressemblait au signe utilisé par un tueur du nom de Zodiac. Grâce à des comparaisons, nous sommes à présent presque certains que le responsable de cette 4e tentative de meurtre est également l'auteur des 3 autres. Les 3 attaques en question avaient eu lieu à New York, dans le quartier de Brooklyn, dans le quartier voisin de Queens. La première le 8 mars, la seconde 21 jours plus tard le 29 mars et la troisième 63 jours plus tard le 31 mars. La police réalisa qu'il survenait à des intervalles réguliers de 21 jours. Aucune des 3 victimes ne succomba à ses blessures. Auprès de la troisième, Joseph Pross, un homme de 78 ans, les policiers découvrirent un morceau de papier sur lequel était inscrit son signe zodiacal et celui des 2 premières victimes. De plus, comme le fit remarquer l'inspecteur Borelli, les victimes avaient des caractéristiques communes. Il y a certaines similitudes. Le premier homme marchait avec une canne. Nous pensons que le deuxième avait bu quelques bières de trop. Le troisième se déplaçait également avec une canne et dormait sur un banc dans un parc. Une semaine après les 3 premières attaques, le journal Le New York Post et les producteurs du programme 60 minutes de la chaîne CBS reçurent des lettres d'un homme qui apparemment savait tout sur les 3 attaques. Sur la lettre, il avait dessiné un cercle, et dans le cercle, il avait inscrit les signes des 3 victimes. Mais chose encore plus inquiétante, il annonçait qu'il avait l'intention de compléter le cercle par tous les autres signes du zodiaque. Il prétendait également être le tueur du zodiaque. Il revenait pour frapper de nouveau, comme il l'avait annoncé 20 ans auparavant. La police doutait de ces affirmations. Le tueur de San Francisco était blanc et les victimes étaient sûres que leur attaquant était un noir. À partir de leur description, le service d'identification de la police réussit à recréer un portrait qui fut ensuite largement diffusé.
Grâce à leur talent, les membres de ce service spécial avaient permis l'arrestation de nombreux coupables et tout le monde gardait donc bon espoir. L'autre piste importante que suivaient les policiers était celle de savoir comment l'attaquant connaissait le signe astrologique de ses victimes. Selon l'inspecteur Borelli, cela ne pouvait pas être une coïncidence. Non, nous ne pensons pas que c'est une coïncidence. Nous pensons au contraire qu'au moins une fois, la personne responsable de ces attaques a abordé sa victime pour la faire parler et lui demander sans doute sa date de naissance avant de lui tirer dessus. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, puis très rapidement, des gens vinrent rapporter des conversations étranges à la police. Je marchais assez rapidement, il m'a arrêté et m'a dit « Dis, c'est quand ton anniversaire ?» sur un ton très aimable. Il n'avait pas d'accent, c'était une question bizarre pour un inconnu, ça ne m'était jamais arrivé. Robert McGowan, dont la profession était de dénicher des vedettes, parla très ouvertement de sa rencontre avec un inconnu qui avait eu lieu près de Central Park. Après m'avoir posé des questions et m'avoir dévisagé, il m'a dit « C'est quoi ton signe ?» Et au début, je n'ai rien dit, et puis il m'a reposé la question, et puis j'ai dit « Balance ». La police confirma alors qu'elle avait reçu une lettre de menace en novembre 89, mais que cette dernière avait été classée et oubliée. Quelques jours après la 4e attaque à main armée, Joseph Pross, la 4e victime, mourut à l'hôpital, et il s'engagea alors une véritable chasse à l'homme. La police redoubla d'activité et un grand nombre de policiers supplémentaires fut affecté aux recherches. Le jour suivant, le maire, David Dinkins, offrit une récompense de $10 000. Toute l'attention des médias se fixa de nouveau sur le tueur lorsqu'il envoya une nouvelle lettre au New York Post. Il menaçait de remplir son tableau astrologique sous peu et confirmait qu'il avait des liens avec le Zodiac de San Francisco. On demanda alors l'avis des graphologues. C'est un homme très seul et d'un caractère asocial. Il est doté d'une très forte libido qui culmine en pointe de frustration. Et c'est lorsque cette frustration atteint un certain niveau qu'il doit agir. Les astrologues professionnels doutaient que le tueur du Zodiac soit un expert en matière d'astrologie. Je doute vraiment que les attaques aient été préméditées dans le but de respecter des phénomènes astrologiques. Non, ça n'a pas été fait dans cet esprit-là. Néanmoins, alors que la 21e nuit après le 4e meurtre approchait, les patrouilles redoublèrent dans le métro de New York. La presse n'hésitait pas à publier les autres mesures qui avaient été prises. Toute la ville était sur le qui-vive. Les Guardian Angels organisèrent des patrouilles spéciales à Central Park et dans les quartiers avoisinants. Cinq ans plus tard, le Zodiac n'était toujours pas réapparu à New York et on supposa donc que tout ce remue-ménage l'avait fait fuir. L'affaire qui, de toute évidence, avait influencé le tueur du Zodiac de New York avait débuté à San Francisco plus de 20 ans auparavant. En 1968, à Noël, sur un parking près du lac Herman, dans les collines de Vallejo, situé au-dessus de San Francisco, on retrouve un jeune couple tué par balle. Il s'agissait d'une adolescente, Betty Lou Jensen, qu'on trouva par terre, morte près de sa voiture. Et de son petit ami, David Faraday, qui avait reçu une balle dans la tête et était mort avant d'avoir repris connaissance. Rien n'avait été volé et la police ne savait quoi penser de cette affaire. 6 mois plus tard, et à seulement 3 km de l'endroit où tout cela s'était passé, eut lieu une seconde attaque sur un autre couple. Mike Mago ne fut que blessé, mais sa petite amie, Darlene Ferrin, succomba dans la voiture. Lorsqu'il se fut suffisamment remis, Mago décrivit son attaquant. C'était un blanc, visage rond, avec des cheveux bruns et ondulés. Un mois plus tard, le 1er août, 3 journaux de la région reçurent des lettres qui contenaient des détails sur les armes utilisées et l'emplacement des blessures infligées aux 2 victimes. Rien de cela n'avait été diffusé dans la presse.
Les lettres contenaient également un message codé et chaque éditeur ne reçut qu'un tiers du message. L'auteur exigeait que le message soit imprimé en entier sur la page de garde des 3 journaux. Dans le cas contraire, il se lancerait dans une tuerie meurtrière, tuant sur son passage des personnes seules dans la nuit. Les lettres étaient signées d'un symbole étrange. Le message fut publié. Personne n'était arrivé à le déchiffrer lorsqu'un instituteur, Dale Hayden, eut l'idée de chercher les symboles que le tueur aurait pu utiliser pour écrire le mot « tuer ». Ceci se révéla être la clé, et le reste du message suivit. En voici le début. « J'aime tuer les gens parce que c'est si amusant. C'est plus amusant que de tuer du gibier dans la forêt, parce que l'homme est l'animal le plus dangereux de tous. » Il continuait en affirmant qu'il avait déjà tué 5 personnes dans la baie de San Francisco. Peu de temps après, il envoya une autre lettre à la police en signant du nom de Zodiac. Ce fut ce nom qui fut utilisé dans la presse. 2 mois plus tard, le 27 septembre 69, un autre jeune couple fut attaqué sur une aire de pique-nique près du lac Berryessa. Brian Hartnell, âgé de 20 ans, et sa fiancée, Cecilia Shepard, de 22 ans, furent sauvagement poignardés. Cecilia mourut 2 jours plus tard, mais Brian se remit lentement de ses blessures. Cette fois-ci, le meurtrier avait utilisé un couteau et non une arme, mais près de la voiture, le meurtrier avait laissé un message sur un papier chiffonné. Le Zodiac avait de nouveau frappé. 2 semaines plus tard seulement, le 11 octobre, un passant vit un homme qui fouillait un chauffeur de taxi affaissé sur son volant. Lorsque la police arriva sur les lieux, le chauffeur de taxi, Paul Stein, était mort d'une balle dans la tête. Les personnes qui avaient assisté à la scène aidèrent la police à dresser un portrait de l'assassin. On le diffusa largement. Mais le lendemain, il n'y eut plus aucun doute possible sur l'identité du meurtrier. Une lettre signée Zodiac arriva au journal le San Francisco Chronicle. Elle contenait un morceau ensanglanté de la chemise du chauffeur de taxi et une balle qui provenait du même pistolet que celle qui avait tué Betty Lou Jensen et David Faraday. La lettre se finissait par ces phrases sinistres. « Les enfants font de jolies cibles. Ça me plairait un matin d'éliminer les enfants d'un bus de ramassage scolaire. Il suffit de tirer sur les pneus du bus pour l'arrêter et puis de cueillir les gamins quand ils sortent. » Mais Dieu merci, malgré ces menaces, le meurtre de Paul Stein fut le dernier meurtre du Zodiac de San Francisco. La police continua cependant à recevoir des lettres et ce qui aurait été les preuves d'autres meurtres. L'affaire resta inexpliquée et de nombreuses années plus tard, les policiers estimaient qu'il était toujours de première importance de prendre au sérieux la moindre piste à ce sujet. Allô, ici le Zodiac. Je suis de retour parmi vous. Dites à Herb Kahn que j'ai toujours été dans les environs et que Tashi, ce porc, ce flic est bon, mais que je suis plus intelligent que lui. Bien que cette piste semble prometteuse, l'inspecteur de police Tashi ne put jamais retrouver l'auteur de ce message. En dépit du fait que les inspecteurs de police pensaient que le Zodiac de San Francisco était mort ou qu'il avait changé de région, ils ne pouvaient pas se permettre de prendre des risques. Les psychiatres qui ont étudié les tueurs en série savent bien que ces derniers ne peuvent jamais s'arrêter d'eux-mêmes. Une fois qu'ils sont accros, leurs besoins meurtriers semblent aller en augmentant et ils deviennent de plus en plus pressants avec le temps. Les meurtres du Zodiac de San Francisco restèrent une énigme. Et chose ironique, la plus grande série de meurtres inexpliqués des États-Unis se produit dans l'une des villes les plus sûres, Seattle. Le 12 août 82, le cadavre d'une femme fut retrouvé dans la rivière Green. Il était dans un état de décomposition avancé, mais la police réussit à prendre ses empreintes. Il s'agissait de Debra Bonner, une stripteaseuse de 23 ans qui avait été condamnée de nombreuses fois pour prostitution. Une autre prostituée de 16 ans, Wendy Caulfield, avait été retrouvée étranglée un mois auparavant. Et au cours des 3 jours suivants, les enquêteurs retrouvèrent 3 autres corps dans la rivière. Marcia Chapman, qui avait disparu depuis le 1er août, Cynthia Hines, aperçue pour la dernière fois le 11, et Opal Mill.
que l'on n'avait plus vu depuis le 12, le jour où on avait retiré non loin de là le corps de Debra Bonner. La police réalisa alors qu'elle avait affaire à un tueur en série qui frappait avec une régularité alarmante. Toutes les filles étaient des habituées de l'autoroute Pacific Highway South qui reliait Seattle à l'aéroport de SeaTac. Une opération de grande envergure fut lancée auprès des prostituées, de leurs souteneurs et de leurs clients. Mais le meilleur espoir de la police résidait dans la surveillance de la rivière et de ses alentours. En effet, les tueurs en série aiment souvent revenir sur le lieu de leur crime. Malheureusement, une station de télé locale révéla sans y réfléchir que la rivière était surveillée. À la fin de l'année, 16 filles avaient été assassinées, et toutes apparemment par le tueur de la rivière Green. Puis, entre janvier et avril 83, 8 autres filles disparurent, malgré la surveillance accrue de la police qui ne semblait mener nulle part. Fin 83, 40 crimes avaient été attribués au tueur de la rivière Green. C'était à cette époque aux États-Unis, de loin le plus grand nombre de meurtres perpétrés par un seul homme. Les efforts de la police furent alors réduits au néant au beau milieu de leurs efforts par un rapport qui révélait que malgré les milliers d'heures de travail et les tonnes d'informations accumulées, aucun système n'avait été mis en place pour permettre d'établir des liens entre les différents crimes et de trouver ainsi les pistes qui auraient pu mener aux coupables. Ce rapport était dû à Bob Keppel, un enquêteur spécial du ministère de la Justice de Washington. Keppel avait joué un rôle déterminant lors de l'enquête sur Ted Bundy, une responsable d'au moins 23 meurtres de prostituées dans plus de 5 États, qui avait commencé sa course folle par l'État de Washington et avait fini en Floride. Keppel avait appris à ses dépens que lorsque l'on faisait des recherches sur des tueurs en série, il était d'une importance vitale de rassembler et de comparer toutes les informations. À cause de ce rapport et de l'opinion publique, qui s'inquiétait de voir un nombre croissant de filles disparaître du tronçon d'autoroute, une nouvelle équipe de police chargée de la rivière Green fut mise en place en janvier 84 sous les ordres du capitaine Frank Adamson. Bob Keppel était à ses côtés dans les fonctions de chef consultant. Une fois de plus, des policiers en civil se dispersèrent sur le tronçon d'autoroute et se mélangèrent aux prostituées et à leurs clients. Des milliers de nouvelles dépositions furent enregistrées et les suspects potentiels furent interrogés. On introduisit de nouveaux systèmes informatiques et la police fit des efforts particuliers pour contrôler et filtrer toutes les nouvelles preuves et pour les intégrer à la masse des autres informations. Pour certains inspecteurs comme Bob Evans, il n'aurait fallu qu'une seule chose pour que la vérité éclate. Il faudrait que la personne qui sait en son fort intérieur qui a fait ça et qui n'a pas eu le courage de nous contacter jusqu'à présent, ose venir nous voir. L'auteur de ces meurtres a eu une chance incroyable jusqu'à présent. Un jour ou l'autre, il fera un faux pas. Au cours de l'année 84, d'autres prostituées disparurent et on retrouva leur corps. La police mit la main sur de nouveaux suspects, mais ceux-ci avaient toujours des alibis en béton. Les inspecteurs de police redoublèrent alors de prudence lors de leurs déclarations. À ce moment précis de l'enquête, il nous a paru intéressant de questionner cet homme. Nous avons énormément d'informations à son sujet et nous allons nous pencher sur son cas. Ce n'est pas un suspect potentiel, mais une personne à laquelle nous nous intéressons de près. Mais de là à dire que c'est lui le responsable des meurtres de la rivière Green, il n'y a rien de moins sûr. Cependant, à partir de mai 84, le nombre de corps retrouvés et de filles disparues commença à diminuer. Une danseuse au sein nu de 17 ans, Cindy Ann Smith, que l'on vit sur le tronçon d'autoroute le 21 mars 84 pour la dernière fois, fut la 45e et la dernière victime attribuée par la police au tueur de la rivière Green. Cependant, en 87, dans un canyon désertique, des gamins qui ramassaient des boîtes de boissons gazeuses pour leur collection découvrirent un autre corps. Je ramassais des boîtes en descendant la colline et puis je suis arrivé dans le canyon. J'ai fait environ 3 mètres et j'ai vu des os, comme ça, par terre. Il y en avait 2 qui ressemblaient à des os de jambes. J'en ai ramassé un, juste pour voir si c'était un os, et c'en était un. Alors j'ai reposé l'os et puis j'ai pris un morceau de bois et j'ai commencé à gratter par terre. Il y avait des os partout. Et puis j'ai dû déplacer quelque chose parce que le crâne s'est mis à rouler vers moi. Je me suis assis pendant 1 minute, je ne savais pas quoi faire et puis j'ai crié pour appeler mes copains.
Mais à cette époque, la police avait conclu que le tueur de la rivière Green était mort ou avait disparu de la région. En janvier 90, les forces spéciales de police de la rivière Green furent démantelées. Les policiers avaient interviewé plus de 15 000 suspects. Mais ils n'étaient pas plus avancés que le jour où, 7 ans et demi auparavant, une diffusion télévisée avait réduit au néant leur meilleur espoir de mettre la main sur le meurtrier. S'ils l'avaient attrapé, ils auraient pu sauver 40 filles et résoudre ce qui est probablement la plus grande série de meurtres inexpliqués de toute l'histoire des États-Unis. Mais cette affaire ne se termina pas à Seattle. Quelques années plus tard, au sud, à San Diego, la police fut de nouveau aux prises avec un meurtrier dont les agissements avaient des similarités avec ceux du tueur de la rivière Green. Une fois de plus, la cible du meurtrier était des prostituées qui travaillaient sur le célèbre boulevard El Cajon. Il les violait, puis abandonne les corps dans des terrains vagues situés à l'extérieur de la ville. À la fin des années 80, on avait retrouvé plus de 25 corps. Non seulement il y avait des parallèles avec les meurtres de la rivière Green, mais la profession des victimes et le secret qui entourait leurs clients posaient de grandes difficultés à la police. Le style de vie, les biens personnels, les gens avec lesquels ils s'associent, tout ça est illégal ou semi-légal. Et cela nous pose des problèmes pour obtenir des informations. Si les victimes étaient des femmes au foyer, appartenant à la bourgeoisie, on n'aurait pas ce genre de problème. La police insista toujours sur le fait que les meurtres de San Diego et ceux de la rivière Green n'avaient aucun rapport entre eux, mais pour les journalistes Tom Guillen et Carlton Smith, il n'y avait aucun doute. Il est difficile d'imaginer comment deux tueurs qui travaillent sans se connaître peuvent avoir tant de choses en commun. Il y a trop de ressemblances. Le meurtrier de San Diego court toujours. Les policiers ont dû finir par accepter que l'un des plus grands tueurs en série des États-Unis s'est peut-être tout simplement déplacé un peu plus au sud sur la côte ouest afin de continuer à perpétrer ses crimes. Tout comme l'inspecteur Dan Nolan des forces de police spéciales de la rivière Green, il ne leur reste qu'à espérer une erreur du meurtrier. L'expérience nous a prouvé que les tueurs en série font un faux pas, un jour ou l'autre. Si l'on se souvient des cas de Wayne Williams, de John Gacy et d'autres tueurs en série, on voit bien qu'ils prennent de plus en plus d'assurance et de moins en moins de précautions. Et je pense que celui-là a plus de chance que d'intelligence. Mais quoi qu'il en soit, les tueurs du Zodiac, de la rivière Green et de San Diego courent toujours. Ceci nous démontre bien les difficultés auxquelles font face les forces de l'ordre lorsqu'elles doivent mettre la main sur des meurtriers dont le meilleur atout est de passer inaperçus au sein des grandes villes américaines. Le FBI estime qu'il y a environ entre 20 et 30 tueurs en série aux États-Unis qui opèrent à tout moment. Leur succès tient au fait qu'ils se fondent à la population. Cet assassin, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Il peut s'agir de votre voisin, de l'employé de l'épicerie du coin, du fast-food ou de la banque, et même du policier de votre quartier. En fait, il peut s'agir de n'importe qui aux États-Unis.